Vous êtes bon? Tout le monde est placé? La vidéo a été enregistrée. Bien, bonjour quand? à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Olivier Hubeda, je suis consultant en stratégie politique et publique et je suis le directeur national des événements et des opérations publiques de Éric Zemmour. Voilà. Au titre. Oh, ça l'a toujours été, mais au moins là c'est clair comme ça. Pourquoi cette forme si originale de vidéo et quand est-ce qu'elle a été réalisée? J'allais dire pourquoi pas, c'est un format inédit, effectivement, c'est la première fois qu'on déclare sa candidature en France de cette façon-là. On avait regardé beaucoup de choses, toutes les annonces de candidature. On avait pensé au fax, mais comme il n'y en a plus, on a décidé d'utiliser les moyens d'aujourd'hui, tout simplement. Et puis de maîtriser, bien sûr, le temps, le timing, le message. C'était très important pour Éric Zemmour de maîtriser le message, c'est-à-dire de prendre son temps pour parler, pour dire ce message aux Français, qui va être diffusé évidemment largement. Là, on a vu le live qui s'est passé, on a eu énormément de connexions, on est monté jusqu'à 90 000 connexions. Ensuite, ça va beaucoup diffuser et puis nous allons adresser ce message maintenant jusqu'au Zénith, puisque le Zénith sera le moment où il va faire son premier discours de candidat. Il est maintenant officiellement candidat à l'élection présidentielle, c'est bien ça le sujet. Il a un message à faire passer, c'est l'autre sujet. Il a constaté avec les Français la dégradation du pays, il en parle, il dit pourquoi et il dit, c'est un message d'espoir aussi d'ailleurs comme toute déclaration politique, c'est toujours un message d'espoir, on se dit toujours que ça peut être mieux, c'est ce qu'il a voulu dire pendant 2 mois, c'est ce qu'il dit maintenant très concrètement. La vidéo a été tournée il y a 2 semaines maintenant, dans un endroit, alors je ne peux pas vous le dire en fait, puisque c'est un endroit privé, donc c'était quelque part en France. Il a beaucoup travaillé sur le message évidemment. On s'est posé la question si on faisait quelque chose de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Notre parti pris était de prendre le temps de le faire, sans se demander si c'était trop long, trop court, trop peu ci, trop ça. Il voulait prendre le temps de dire ce qu'il avait à dire, quelle que soit la durée, tout simplement. Donc c'est ce qu'il a fait. Nous avons ensuite utilisé des images qui parlent aux Français et les images que nous avons pu réaliser tout au long de ces 2 mois sur la croisée des chemins, auxquels un certain nombre d'entre vous a pu participer, tous ces gens, toute cette ferveur qui venait dans les rencontres, dans les débats. On pensait faire des salles de 200, 300, 400 personnes. On se retrouve à faire des salles à 1000, 1500, 2000, à refuser des gens. Donc l'appétit d'écouter Éric Zemmour était là, la ferveur était là. On a donc fait des constats aussi d'intérêt. Et voilà, et cette vidéo est arrivée naturellement. Il fallait la donner maintenant. C'était le bon timing au fond. On attendait qu'il nous dise go. Il l'a dit hier. Il y a quand même quelque chose qui frappe. Dans cette vidéo, il est assis, il lit. Oui. Il ne regarde pas vraiment les Français. Non, au début, il ne les regarde pas en face. Pour un candidat à l'élection présidentielle, ne pas regarder en face, dans les yeux, les Français, est-ce que ce n'est pas un problème? Non, pas du tout, c'est pas un problème, mais je comprends que vous voyez les problèmes partout. Mais c'est une simple question qu'on vous pose. C'est ma simple réponse. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Il commence à lire ce texte qu'il a écrit. Je vous rappelle, c'est un écrivain. C'est un homme d'écriture, c'est un homme de mots, c'est un homme de langage. Donc le papier, la plume, ça veut dire quelque chose pour lui. C'est pas juste, voilà, c'est pas un homme de tweet. Vous voyez. Pourtant, il tweet, il répond à des affaires, notamment celle du doigt d'honneur, par un tweet. Vous avez noté qu'on n'était pas dans ce temps-là. Il ne nous a pas répondu à la gare à notre micro. Voilà, parce qu'il n'y avait pas grand intérêt. Pourtant, il a fait un tweet après. Oui, c'est fascinant ce que vous racontez. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, c'est un message fort pour les Français. On passe sur un temps 2, puisqu'il est officiellement maintenant candidat, donc c'est un temps 2. Puis il y aura un temps 3 après les parrainages, car c'est aussi une étape importante, les parrainages. Donc voilà, on déclenche maintenant officiellement la campagne, en tout cas la sienne, celle des autres a commencé, d'autres arrivent, tant mieux, ça s'appelle la démocratie, on n'a aucun problème à la confrontation, à la bataille des messages au fond, à la bataille des intentions politiques, parce que c'est exactement ce qui va se passer. La démocratie, c'est le jeu de la comparaison. Et c'est aussi le jeu de l'arithmétique. C'est une voix, plus une voix, plus une voix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de tweeter que de parler aux gens qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. L'opinion regarde. Elle ne juge pas, elle jauge pour l'instant, et elle verra le casting au final. Il y a 4 mois de campagne, ça va être long, ça va être difficile, mais le message initial est là, il est fort. On est assez près en fait maintenant de
de dérouler ce qu'on a envie de faire en France, partout où il y a des Français. Pour parler de la France, c'est bien le seul sujet qui intéresse Éric Zemmour aujourd'hui. Vous avez parlé de sa mue en candidat. Finalement, quand on regarde la vidéo, on a un constat, un diagnostic qu'il posait déjà depuis plusieurs semaines. Quelle différence, à part le « je suis candidat à l'élection présidentielle », avec ce qui s'est dit avant? C'est complémentaire, c'est plus fort. Dire qu'on a envie de l'être, c'est une chose. Dire qu'on l'est, c'est autre chose. Mécaniquement, juridiquement, de façon stylistique, sur le langage, enfin, il y a des conséquences sur tout. Donc, dire qu'on est candidat, ça déclenche autre chose, forcément. Quant à la mue, elle se fait tranquillement mais sûrement. Moi, le Éric Zemmour pour lequel j'ai commencé à travailler début septembre n'est déjà plus le même aujourd'hui. Pourquoi il a changé justement entre vous avez vu en septembre et aujourd'hui? Moi, j'ai rencontré un homme de télévision, un écrivain. Je vois aujourd'hui quelqu'un qui parle aux gens, que les gens écoutent, qui peut être clivant, on peut le dire. C'est pas gênant parce que c'est le cas. J'ai travaillé pour Nicolas Sarkozy pendant 4 ans, en 2005, 2006, 2007. Nicolas Sarkozy était aussi clivant, où on l'adorait, où on le détestait. Puis ensuite, il est allé vers ce chemin pour parler aux Français. Éric Zemmour, au fond, fait la même démarche, comme tout candidat fait la même démarche. Emmanuel Macron, quand il commence à faire campagne en son temps, n'est pas le favori, on le regarde de loin et de haut, il se retrouve président de la République à 39 ans. Je vous rappelle qu'une élection présidentielle se joue sur un contexte. Et sur l'idée que peut-être on parle à un pays qu'on ne voit pas. Et je vous rappelle que c'est jamais un titre de presse qui n'a fait un candidat, qui n'a fait un président. C'est toujours les électeurs qui font les présidents. Nous, c'est les seuls qui nous intéressent, c'est de parler aux électeurs de France. Voilà. Pourquoi cette musique? Pourquoi pas. Le deuxième mouvement, la 7e symphonie de Beethoven, est un magnifique mouvement. C'est le musicien qui vous parle. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses là-dedans. On se demandait si on allait mettre quelque chose ou pas. C'est venu presque naturellement. Donc, encore une fois, hein, ce type de choses, c'est un parti pris. Donc, on assume ça. Il n'y a pas tant d'explications que ça. Ça voulait dire quelque chose. Symbolique à avoir pensé. Non, pas plus que ça. C'est un très beau mouvement, très bien écrit. C'est un des plus beaux mouvements écrits par Beethoven. Et voilà. Donc, il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse dans Beethoven aussi un peu. Non, mais vous confondez tristesse et émotion. Vous confondez nostalgie et envie de se rappeler. C'est le discours d'un roi. Je ne sais pas, je ne vois pas un roi, moi je vois un candidat à l'élection présidentielle de la République. Faire référence oui, oui, d'accord. Mais le discours d'un roi. Comme la posture, c'était un peu l'appel du 18 juin du général de Gaulle, non? Alors ça, c'est autre chose. Ouais, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose, oui. mais on a le droit de faire des clins d'œil. Mais pourquoi pas? Encore une fois, c'est un parti pris. Donc, finalement, il y a voilà. un peu de symbole quand même. Mais il y a toujours des symboles dans une annonce. Voilà. Le sujet, c'est pas seulement symbolique une annonce à l'élection. Vous savez que c'est quand même quelqu'un, excusez-moi, hein, enfin, c'est juste la première fois de sa vie qu'il fait ça, lui. Et c'est peut-être la dernière fois. On ne sait pas. Mais en tout cas, là, c'était quelque chose de fort. C'est un moment fort, personnellement. Moi, je côtoie Éric Zemmour maintenant depuis 2 mois et demi. C'est un homme bien. Sur quel point c'est un homme bien? C'est un homme bien parce qu'il est honnête avec lui-même, il est honnête avec les autres, il ne fake pas, il est dans l'authenticité, peut-être parfois brutale, peut-être, mais il est dans l'authenticité. Avec lui, on sait à quoi s'en tenir. Je trouve que c'est une bonne chose en fait. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui? Beaucoup d'images d'archives. Vous en avez parlé de ces images d'archives. Il y en a beaucoup que certains pourront juger anxiogènes. On a vu des incendies, des violences contre les policiers. Est-ce qu'on fait une campagne sur la peur ou sur l'espoir quand on... Vous savez, ce qui est anxiogène, c'est pas tant les images que la réalité. La réalité peut être anxiogène pour beaucoup de Français. Cacher ça, c'est vivre dans un village Potemkin. Éric Zemmour ne cachera pas la réalité. D'ailleurs, il n'y a pas besoin. Tout le monde le voit. Tous les gens qui vivent cette réalité le ressentent, le voient. Je suis donc pas... pourquoi cacher le réel? Et je pense que ce que fait Éric Zemmour aujourd'hui, c'est dire le réel, faire un constat partagé. Après, les solutions, ça sera le débat de la campagne électorale, ça fait partie du truc, le programme. Là, on est dans l'intention politique. Donc on est dans un temps de déclaration d'intention politique. Mais maintenant, plus qu'un communicant, vous êtes aussi un soutien. Là, je vous sens, par rapport aux dernières semaines, on vous suit beaucoup plus
je sais pas, beaucoup plus libre dans votre prise de parole, vous affichez un soutien qui est beaucoup plus catégorique par rapport à d'autres candidats que vous avez peut-être travaillé auparavant? Je fais un travail. J'ai été engagé par Éric Zemmour pour accompagner cette campagne électorale. Beaucoup d'autres, et vous allez les voir maintenant beaucoup plus, vont aussi être au devant de la scène, travaillant autour de lui. Les équipes sont constituées, c'est près de 300 personnes quand même qui sont prêtes. C'est-à-dire 300 personnes. 300 personnes qui sont prêtes à faire dans l'équipe nationale une campagne sur le terrain, plus l'ensemble des gens qui travaillent sur le terrain. Donc l'équipe nationale, maintenant c'est nouveau ce terme aussi. Oui, c'est une équipe nationale de campagne, parce qu'à un moment, un candidat a besoin d'une équipe et de soutien et de partisans ici et là. Il y a des bénévoles, il y a des professionnels. Donc ça se met en place maintenant, c'est quasiment finalisé, fixé. Vous en saurez davantage dans les prochains jours. Le Zénith va aussi permettre de faire un moment de rassemblement des partisans, des soutiens. C'est bien le moins. On est prêt aujourd'hui. Donc voilà, le Zénith est déjà plein à craquer. On a plus de 15 000 inscriptions alors qu'il y a 6 000 places. Donc on va les gérer. C'est un sujet aussi technique à faire. Moi, mon travail est d'accompagner Éric Zemmour dans cette aventure, comme d'autres d'ailleurs. Donc je continue à faire ce que j'ai à faire, sauf qu'aujourd'hui, pour une fois, je prends la parole publiquement, ce que je ne fais pas et ce que j'ai rarement fait. On verra plus maintenant? Non, pas plus, mais disons que j'ai quand même pas mal de travail, donc je ne vais pas passer mon temps à faire ça. Mais là, c'est un moment spécial. Voilà, donc maintenant que c'est fait, on peut dire les choses. Il est prêt pour le combat. On dit souvent que ça risque d'être violent, que lui-même, vous l'avez dit, était clivant et qu'il risquait d'être bien seul. Est-ce qu'il est prêt? Qu'il risquait d'être seul. Ah bon, j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Vous. Non, j'ai pas dit qu'il risquait d'être seul, parce qu'il n'est pas seul en fait. Non, j'ai dit que vous aviez dit qu'il était clivant, et je dis aussi qu'on dit que c'est un homme seul. Donc, qui le dit? L'entourage. Moi, je sais pas, les médias disent plein de choses, mais vous savez, les 1500 personnes à 2000 personnes qu'il a vues chaque semaine, c'était pas une forme de solitude. Vous voyez, comparé à d'autres candidats qui sont 50 autour de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas ce que c'est que la solitude en fait. Est-ce qu'il est prêt pour affronter la violence de futurs débats, de futures choses? Est-ce qu'il est prêt pour le combat? Parce que moi, quand je l'ai vu, il m'avait dit que effectivement, à parcourir la France, à parler avec des gens, il sentait le poids de la responsabilité. Est-ce que ça ne peut pas le faire plier? C'est ça que je veux demander. J'adore votre question. Vous pensez qu'on fait ça pour qu'il plie dans 15 jours? Pas du tout. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Oui. Bien. Aucun crachat, aucune violence contre lui, contre ses partisans, l'empêchera d'aller jusqu'au bout. À l'évidence, il ira jusqu'au bout. Il est prêt, il est préparé, les équipes aussi. Les moyens sont là, la volonté est là, l'intention politique est là, les chiffres sont là aussi. Moi, je dis que Éric Zemmour aujourd'hui est une révélation politique, est un fait politique de cette fin d'année. C'est celui qui est aujourd'hui le plus à même, à notre avis, de parler vrai aux Français. Et c'est ce qu'il va faire. Et les soutiens de ténors politiques, d'autres formations? Mais ça viendra, il y a 4 mois de campagne, c'est fait pour ça les campagnes, c'est pour rassembler. Je suis à ma 6e campagne présidentielle. Vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit il est aujourd'hui? Alors on ne l'a pas encore vu aujourd'hui, on le verra ce soir aux 20h de TF1. Oui. On se doute qu'on ne le verra pas avant, puisque vous êtes sûrement en train de créer une sorte de rareté aussi. Non, c'est pas créer la rareté, c'est qu'il travaille, ça se prépare. Bien sûr, aussi, ça, évidemment. C'est une après-midi de travail, tout simplement. Comment se sent-il? Vous savez. Il est très bien là. C'est fait, c'est dit. Donc voilà. Il est soulagé de l'avoir annoncé. Il était prêt à le faire. Il a toujours dit, d'ailleurs, il nous a toujours dit, et je vous ai toujours dit, vous nous avez suivis les uns et les autres pendant, que nous, on était prêts, on attendait le moment. Il a déclenché ce moment. Il y avait d'autres hypothèses de date, plus tôt, plus tard. La vidéo était tournée depuis 2 semaines, donc on était prêt à appuyer sur le bouton. Je vous l'ai toujours dit, on attendait juste le feu vert. Il nous a dit c'est maintenant. Et ben voilà, on s'est mis en position d'avancer dans un temps 2 qui est celui d'un candidat à l'élection présidentielle. À quoi s'attendre dans les prochains jours? À quoi s'attendre? Dans les prochains jours. La préparation. Avant le Zénith. Avant le Zénith, la préparation, le temps du discours. Le discours du Zénith sera très important. Ce n'est pas une allocution de 10 minutes, ça va durer près de 50 minutes, 1 heure probablement. Sa prise de parole ou tout le meeting? La prise de parole, non. L'ensemble de l'opération du meeting va durer peut-être 1h30, 1h40, avec des témoignages avant sa prise de parole. De qui?
Eh bien, vous verrez. Je tente la question. Mais vous tentez, mais vous avez raison, Paul, de tenter. Est-ce que l'échec du déplacement à Marseille a provoqué cette décision? Non, absolument pas. Mais vraiment, enfin, faire une fixette sur Marseille, c'est ne pas comprendre. C'est normal qu'on vous pose la question. Mais c'est normal que vous posiez la question et je vous en veux pas parce que je vous aime bien au fond. C'est vrai. Mais évidemment pas. Marseille nous a donné en revanche une obligation d'imagination. C'est-à-dire comment on peut avoir un candidat suivi par 30, 40, 50 journalistes, puis 300 antifas, essayer de faire des rencontres avec les Français dans ces conditions. C'est très compliqué. Donc on est obligé de réfléchir à d'autres formules pour rencontrer les gens. Il a rencontré beaucoup de personnes d'ailleurs à Marseille sans que vous soyez là, quand même, parce qu'il fait des choses sans vous, sachez-le. Il s'autorise. Donc il va continuer. La question, c'est comment on fait des rencontres, j'allais dire naturelles, dans un contexte de suivi, de pression médiatique, qui est bien naturel, c'est l'élection présidentielle. C'est un vrai sujet aussi pour nous, parce que vous savez bien qu'avec 50 personnes qui le suivent, plus de la violence autour de lui, absolument scandaleuse et honteuse, cette espèce de chasse à l'homme permanente, c'est clair qu'on est obligé de trouver des modes opératoires différents, qui permettent quand même la rencontre. Donc voilà, on réfléchit à ça. Effectivement, peut-être Marseille nous pousse à l'imagination et essayer un peu de sortir de ces espèces de figures attendues qui sont au fond des mises en scène, comme chacun le sait. Et peut-être qu'on va pas jouer ce terrain-là, en fait. On va voir, on réfléchit à tout ça. Est-ce que ça vous inquiète, la présence de manifestations antifascistes avant le meeting? Est-ce qu'en termes d'organisation, ça va vous pousser à faire des choses différentes, à renforcer la sécurité? Non, mais ça, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire on protège l'événement. C'est pas 200, quand vous appelez ça des antifascistes, qui sont les fascistes, hein, en l'occurrence, les violents. C'est pas nous. Hein. Voilà, donc à un moment, il faut arrêter le délire là-dessus. J'attends d'ailleurs que la classe politique dénonce cet état de fait. C'est absolument scandaleux, le silence qu'on a là-dessus. Sur Éric Zemmour, on se permet tout. L'extrême gauche est violente, est antidémocratique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de protéger l'événement, c'est de protéger les gens qui viennent voir Éric Zemmour, qui le soutiennent, c'est de protéger le débat démocratique. Voilà, tout simplement. Donc on fera les choses dans les règles de l'art, comme d'habitude, sans prendre de risques et en maintenant, évidemment, ces moments-là. Il n'est pas question de se taire et d'arrêter de faire ce qu'on a à faire pendant cette élection présidentielle. Est-ce qu'après le 20h de TF1 et avant le meeting, il aura l'occasion de s'exprimer sur des déplacements sur d'autres médias? Oui, bien sûr. Avant le meeting, on est vraiment dans un temps de préparation et de travail. Il nous reste 3 jours, vraiment. Donc voilà, il faut qu'il soit en forme, il faut qu'il soit bien. D'ailleurs, il l'est. Mais enfin, moi, j'aime l'idée qu'il travaille bien son discours. Et c'est un homme qui est précis. Les mots, pour lui, ont un sens. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas cet exercice d'écriture qu'il aime faire pour délivrer un message, un premier message de près d'1 heure au Zénith de Paris pour ce premier meeting de campagne. Démonstration populaire, les gens seront là. Une démonstration aussi stylistique. On va installer un style qui n'aura rien à voir avec, évidemment, ce que vous avez pu voir avec la Croisée des Chemins sur les conférences dédicaces, parce que voilà, on ne peut pas faire exactement la même chose de toute façon, puis ce n'était pas prévu. Le temps du livre se termine. Maintenant, le temps du combat électoral se prépare et le 5, ça part. Voilà. Est-ce qu'il fera d'autres déplacements à l'étranger, par exemple? Oui, bien sûr, il y a d'autres déplacements à l'étranger. Les Français sont un peu partout dans le monde. Hein. Il y a beaucoup de Français à Madrid, il y a beaucoup de Français à Rome, il y a beaucoup de Français à Berlin, il y a beaucoup de Français aux États-Unis. Il y a des Français en métropole, en Outre-mer. Enfin, il y a beaucoup de Français partout. Il ira voir les Français là où ils sont pendant ces 4 mois, clairement. Et on ne s'empêchera aucun déplacement. À peine il est candidat qu'un nouveau sondage sort, Harris Interactive celui-là, qui le donne en décrochage de 3 points à 13% désormais des intentions de vote, se situant derrière Marine Le Pen à 19-20% et derrière Xavier Bertrand à 14%, Éric Zemmour à 13% dans le Harris Interactive aujourd'hui. Très bien, écoutez, les chiffres vont se suivre, se ressembleront ou pas, ça fait partie du jeu. On a cranté très vite, très fort, très haut. Ça nous a même surpris. Lui, il ne pensait pas ça. Moi, il me disait, si je suis à 8-10 en janvier, c'est bien.
Bon, on a été au-delà de ça. Tout a été très vite, au fond. 6 semaines après la sortie du livre, il avait déjà vendu 250 000 livres. Les audiences télévision, à chaque fois qu'il passe, explosent. Le nombre de personnes dans les salles est juste incroyable. On ne pensait pas gérer cette ferveur-là. Les sondages sont arrivés très vite. Il est monté à 19%. Voilà, aujourd'hui, il y a un candidat des Républicains qui sera choisi dans quelques jours. Emmanuel Macron sera aussi candidat. On voit ses partisans et la majorité présidentielle se mettre en place. Je veux dire, ça y est, on a grosso modo le casting de cette élection présidentielle. Ça va bouger, forcément ça va bouger, ça bouge toujours. Le sujet, c'est pas tant le sondage du mois de décembre, ça sera surtout le nombre de bulletins dans l'urne au premier tour de l'élection en fait. Vous êtes confiant pour les 500 parrainages? J'ai l'air angoissé? Non. Très bien, alors je suis confiant. L'annonce faite aujourd'hui, quand on sait qu'il y a un débat entre républicains, puis une désignation, un premier vote des militants, est-ce que c'est voulu pour les embêter ou est-ce que c'est... Il se trouvait que, je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon fait son meeting à la Défense 1 heure avant celui d'Éric Zemmour. C'est un week-end très politique. On est en plus à 3 semaines de Noël. C'était le bon moment pour poser les choses. Au fond, les Républicains feront leur opération, je crois, le week-end qui suit. Je veux dire, ça s'appelle la démocratie. On ne va pas non plus s'empêcher de faire des choses parce que d'autres ne les font pas ou les font. À un moment, il faut dire les choses. C'était le moment de le faire. Donc, on ne passe pas son temps à s'observer. Voilà. Maintenant, c'est un week-end très politique pour la France. J'aime bien cette idée très challenging, au fond, de débattre, de se confronter. Voilà, la démocratie, c'est sympa en fait. Juste une question technique, peut-être sur la vidéo pour revenir sur la forme. Vous avez utilisé beaucoup d'extraits de plein de choses. Il y a des extraits de plein de chaînes de nos confrères ici présents, nous-mêmes, de films, je crois, de chaînes YouTube. En termes de droits d'auteur, comment ça se passe? Tout a été regardé par les juristes. Tout est. C'est pas le cas. Pardon? C'est pas le cas. Tous les juristes on travaille sur les droits et il n'y aura aucun problème sur ce plan-là. Il y a mes images dedans, j'ai jamais été prévenu. Vous serez payé. Juste une petite question. Certains ont dit que les déplacements, que ce soit à Londres, à Marseille, à Genève, tout ça, c'était mal préparé, que finalement l'entourage d'Éric Zemmour, ce sont des jeunes sans expérience et que ça lui portait préjudice. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai 50 ans. Non, je ne parlais pas de Oui, c'est moi qui les prépare. Ce pas les petits jeunes qui les préparent. Et nous avons besoin aussi des jeunes parce qu'on avait des jeunes talentueux. Donc, il n'y a rien qui est fait au hasard. Les déplacements de Londres, de Genève, de Marseille ont été préparés normalement, professionnellement. Maintenant, quand on lance la chasse à l'homme, quand la presse ne respecte pas les embargos, qu'elle donne les embargos, les programmes aux antifas par SMS, oui, effectivement, on a besoin de s'adapter. Vous avez des preuves de ça? Oui, j'ai des preuves. Oui, bien sûr, je peux vous les montrer même. C'est un peu question. Ah oui, je vais vous les montrer, il n'y a pas de problème. Mais ça me pose un problème. Donc non, ça a été très bien préparé. Il a vu énormément de monde, beaucoup d'entrepreneurs. Il y a aussi des déjeuners et des dîners de levée de fonds, comme ça se fait dans toutes les campagnes électorales. Ça s'est extrêmement bien passé. Tous les gens qu'on a vus ont été ravis de le rencontrer. Les échanges ont eu lieu. Maintenant, effectivement, si on ne retient que les 200 antifas violents, ici ou là, ou les manifestants, bon voilà, c'est un angle, hein. On peut montrer ça. En fait, oui, on peut le montrer puisque c'est la réalité. Mais ce n'est pas que la seule réalité. Voilà. Donc je ne vois pas dans cette campagne d'amateurisme, je vois juste des temps différents, la façon de fonctionner qui monte en puissance. On a juste à gérer la crise de croissance en fait, assez vite. C'est ça qu'il va fallu faire. Voilà. Donc on ne fait pas les choses au hasard. La défection de Charles Gave, par exemple. J'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Sur le financement, justement, vous avez évoqué vous-même les dîners, les récoltes de fonds, etc. Est-ce qu'on peut avoir un point sur où vous en êtes dans les récoltes? Combien vous avez récolté, par exemple, avec les dons? Non, je ne m'occupe pas de ces choses-là, donc je ne pourrais pas vous répondre, très sincèrement. Il y a une équipe chargée de ça, qui ne passe pas son temps à faire des dépêches sur le sujet. Mais je vous rassure, les dons sont là, sont bien là, les parrainages aussi. Il y aura un point d'ici à la fin de l'année sur ces choses-là. C'est de la cuisine. C'est pas très intéressant, c'est pas le message du jour, mais vous inquiétez pas, on est plutôt bien organisé en fait. Hein. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Infiniment. Merci.
Bah non, mais si on décide de faire du off, on met pas les caméras et on met pas les... 3 minutes, on a besoin d'une. Bah mais on n'a pas besoin du son. Si docteur. moi je peux l'envoyer Un nouveau soutien. S'il y a un coup de fatigue. c'est les guérisseurs. Il a du demi-pain. On attend juste que les caméras. Il est capable de le faire. Allô? Il y a eu des dates qui viennent d'arriver. Ça va Olivier? Tu vas bien? Ça va très bien. Il termine là ce qu'il a à faire, il est là dans allez, la vingtaine de minutes. Il prépare sa première prise de parole pour le moment, c'est un peu réunion de travail là. Ah bah c'est un 20h de TF1, dans un moment quand même un petit peu spécial, donc ouais ça se travaille un petit peu, on n'arrive pas comme ça les mains dans les poches. C'est pas son truc en plus d'arriver les mains dans les poches, même s'il les a souvent dans les poches. Bonsoir à vous. Bonsoir. Un candidat, ça va? Vous êtes Bonsoir. heureux? Bonsoir tout le monde. Comment vous sentez-vous? Attention à vous, attention. Merci à tous, j'espère que je serai à la hauteur de vos attentes, de vos ambitions et de votre volonté et de vos rêves. Et à tout à l'heure, je reviendrai vous voir après le journal de TF1. Merci à vous. Monsieur Zemmour? Merci à vous. Ouais, j'ai travaillé. Ah putain. Et comment dire, je me sens un peu responsable de quelque chose d'important, donc voilà. Vous êtes prêts pour être On est candidat? très pressés les amis, on est très pressés. Pourquoi aujourd'hui? Vous êtes soulagé 2 secondes? Attention. Allez. Je reviens donc dans la foulée, passer un peu de temps ici avec vous tous. Voilà, d'accord? Il revient dans la foulée. Il revient dans la foulée, alors pas complètement dans la foulée, mais Après, pas avant, c'est Après. sûr, oui. d'accord? Et moi je file après sur... J'ai kiffé un peu. C'est bon pour moi, je vous en prie, allez-y.
Moi, je suis la queen. On s'en rend pas qui menace, violente. Normalement, regarde, on rencontre des gens, il y a vraiment beaucoup de gens. Encore plus, on accompagne rien de notre nature. Rien. Ça n'existe pas, une naturalité qui se passe. Il ne se passe rien. Voilà. Donc, effectivement, ce n'était pas le déplacement le plus sympa de la Terre, clairement. Politique. Ce qui s'est passé depuis 2 mois et demi, aucun autre candidat déclaré potentiel ne l'a fait. Moi, c'est ça. Non. Parce qu'il répond à un doigt d'honneur, de haine, de bêtises. On peut se dire, est-ce que c'est bien de le faire? J'attends la deuxième étape de cette candidature. On a eu ce midi cette première étape qui s'adressait avant tout à un public qui parfois décroche des médias traditionnels. Ça m'arrive. Ça arrive à un moment, ça m'arrive. Ouais, on va peut-être longtemps. Averse, mais un petit peu de soleil aussi. Allez, tout de suite le journal, Gilles Boulot. C'est un record depuis plus de 6 mois. Après des mois de flou, le polémiste Éric Zemmour a annoncé ce midi sa candidature à l'élection présidentielle dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il est l'invité de ce journal et répondra aux questions. Dans ce journal également, le prix de la viande va-t-il augmenter dans les prochains mois? L'artiste, une grande résistante, a été honorée par la France, sa patrie reconnaissante, Florence Pagny. Cabaret sur tapis rouge. C'était une éclaireuse. Elle est très actuelle dans tous ses engagements, dans ses prises de position. Une éclaireuse honorée aujourd'hui pour avoir 1000 fois défié le destin. Jusqu'à ce jour, où aujourd'hui qu'on se retrouve. Elle entre ici avec tous ceux qui ont choisi la France, qui l'ont aimée et l'aiment. 47 177 personnes ont été contaminées au Covid ces dernières 24 heures. Dans l'espace de quelques heures, donc on est vraiment très heureux. Et là, on est content d'être rassemblés avec tous les soutiens, les militants qui travaillent depuis des mois et des mois. On est content d'être ensemble et de partager ce moment-là, ce moment important de la vie politique d'Éric Zemmour. Il passe définitivement d'écrivain et journaliste à candidat à l'élection présidentielle, c'est une très bonne chose. Et il va pouvoir en plus s'adresser à des Français à qui il n'a pas encore pu s'adresser avec ce début. Et l'ambiance est au rendez-vous. Je m'attends à un discours cohérent d'Éric Zemmour. Je ne crois pas qu'Éric Zemmour, qu'il soit sur TF1 ou pas, change son discours. Ça restera le même. En revanche, il va pouvoir s'adresser à un grand nombre de Français, leur expliquer qu'il n'est pas forcément celui que l'on pense. Ce n'est pas forcément l'homme des caricatures que l'on peut voir à droite à gauche. Et c'est l'occasion pour lui de gommer tout ça et de montrer que c'est un homme prêt à gouverner le pays. C'est à vous. En pleine flambée, information renforcée pour les visiteurs étrangers, notamment. Allez vite là. Jauge contrôle. Comment on s'en fait à quelques minutes là? Nouveau tour de vie. Je pense qu'il est concentré, je pense qu'il est prêt. Il n'a jamais été aussi prêt. Donc voilà, on est chaud là pour le regarder. Je pense qu'il va être bon. Jusqu'à demain matin, l'eau est montée. Les plateaux télé sur truc. Donc c'est un exercice pas évident non plus, c'est la première fois qu'il est dans ce statut-là. Donc hâte de voir ce que ça donne au fond. C'est bien préparé, il a envie de dire des choses aux Français, c'est ça qui compte en fait. Impossible de distinguer la rivière. Oui bien sûr, mais c'est un moment important pour toutes les équipes qui sont là, qui travaillent depuis des mois sur ça, ceux qu'on voit, ceux qu'on voit pas. Donc oui, c'est un moment important pour tout le monde, on ne fait pas ça à longueur de journée. Une campagne présidentielle c'est rare, c'est une fois tous les 5 ans, c'est pas évident, c'est violent. C'est difficile, mais c'est extrêmement enthousiasmant. Voilà, donc moi je suis ravi qu'on y soit enfin. De l'eau causée par l'once de crue. Après le flou, Éric Zemmour. Il m'arrête de baisser d'un ton et d'arrêter de parler, s'il vous plaît. On répondra à nos questions dans un court instant, mais revenons tout de suite sur cette vidéo, son message et ses images avec Céla Bougré. Mes chers compatriotes, la vidéo a été enregistrée il y a 2 semaines, dans le plus grand secret.
Éric Zemmour lit son texte, le ton grave. La mise en scène fait référence à l'appel du général de Gaulle en juin 1940. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Dans ces 9 minutes de discours, Éric Zemmour oppose son idée d'une France heureuse, celle des années 60, à la France d'aujourd'hui, minée par le déclin. Un clip ponctué d'images de violences urbaines. Vous êtes Des thèmes qu'il décline et qu'il impose depuis la rentrée. Ces rencontres littéraires qui ont déjà tout de meeting politique font à chaque fois sale coup. Il dit la vérité. Il ne nous cache pas ce qui se passe en France. Mais la machine s'enraye. Une conférence de presse improvisée le 13 novembre devant le Bataclan. Nous, on n'est pas d'accord que vous voyez de la com comme ça. Moi, je suis pas d'accord. Puis un déplacement à Marseille, rythmé par les manifestations hostiles, et conclu par cet échange de gestes qu'il jugera lui-même inélégant. Cette déclaration de candidature, ses adversaires l'attendaient. Une fois qu'on a vu ça, on a très vite envie de fuir, de prendre la poudre d'escampette. On n'a pas tellement envie de suivre ce candidat qui est très noir, très sombre, très lugubre. C'est une histoire de France, pardon, j'ai pas envie que ce soit celle qui soit enseignée à mes enfants. C'est une fausse histoire de France, c'est l'histoire des idéologues de l'extrême droite. Dimanche, le candidat sera au Zénith et lancera son mouvement politique. Mais pour faire campagne, il lui faudra aussi des financements, les parrainages et rallier des soutiens. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Jean Boulot. Depuis cette vidéo de candidature, vous décrivez une France en état de quasi-guerre civile. Vous dites que vous voulez sauver la France. Est-ce qu'en faisant cela, vous n'exacerbez pas les tensions? Vous savez, moi j'ai l'impression que plutôt depuis des années, je les dénonce, je les annonce, et pour l'instant, l'histoire m'a plutôt donné raison. Vous savez, en France, j'ai l'habitude, on dit depuis le XVIIIe siècle qu'on persécute toujours ceux qui sonnent le tocsin et au contraire, on est aimable avec ceux qui mettent le feu. Donc ceux qui me reprochent d'exacerber les tensions, ce sont eux qui mettent le feu en ne faisant rien depuis 30 ans, depuis 40 ans. Revenons à vous et à votre personnalité. Est-ce que vous pensez avoir les qualités éminentes requises pour être président de la République? On a vu dans votre clip, tout ressemble au général de Gaulle. L'appel du 18 juin, le micro à droite, vous à gauche, les livres. Est-ce que c'est pas une captation d'héritage? Non, vous savez, j'ai trop de respect, trop d'admiration pour le général de Gaulle. C'est pas un accident, ça ressemble quand même furieusement à l'appel du 18 juin. Bien sûr, voilà. C'est une référence. Vous savez, si vous regardez bien, il y a moult références. Il y a beaucoup d'autres références, mais il faut... Mais celle-là est écrasante. Celle-là est écrasante, mais vous savez, en même temps, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu faire un texte qui défendait l'histoire millénaire de la France, qui expliquait qu'il fallait la continuer malgré tout, avec les moyens les plus modernes. C'est l'essence même de mon projet politique, et c'est un projet qui s'inspire de ce qu'a voulu faire le général de Gaulle. Toujours l'histoire millénaire de la France, la continuer, et en même temps avec des moyens technologiques, techniques les plus modernes. Mais là, vous n'êtes pas dans l'inspiration, vous êtes presque dans l'imitation. Aucun des héritiers du gaullisme n'avait osé faire ça, se mettre dans une sorte de mise en scène. C'est une vidéo, oui, la vidéo c'est une mise en scène. Donc c'est tout à fait normal. Parlons de cette vidéo. Il y a des emprunts, il y a déjà des procès qui vont peut-être vous être faits. Il y a des emprunts, des images, des extraits de films. Apparemment, vous n'avez pas demandé les droits. Est-ce que c'est une maladresse? Est-ce que c'est un oubli? C'est les querelles de juristes doivent s'intéresser aux juristes. Moi, je ne m'occupe pas de ça. Concernant votre... Est-ce que vous pensez que vous garderez votre sang-froid en toutes circonstances? Si demain vous êtes président et que vous avez un différend sur les zones de pêche autour de Jersey avec le Premier ministre britannique, est-ce que vous lui ferez un bras d'honneur, comme vous l'avez fait dimanche dernier? J'ai souvenir de gestes, de mots de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et bien d'autres. Ils étaient des hommes d'État. Une femme vient, s'approche de mon officier de sécurité qui voulait la repousser et être rude avec elle. J'ai ouvert ma fenêtre, j'ai dit à mon officier de sécurité de la laisser et elle me fait ce doigt d'honneur. Il y a de quoi un peu être exaspéré. Vous avez compris, ce doigt d'honneur, cette main, c'est symboliquement celle du président. De la réussite du modèle d'assimilation à l'ancienne que je veux restaurer.
mais Emmanuel Macron ne dit pas exactement cela. Bien sûr, mais moi je le dis. La majorité française, 50,1% pour être élu, est prête à voter pour un homme. Mes chers monsieur, j'ai été condamné en dernière instance. Oui, tout à fait. En cause ma liberté d'opinion. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui pensent ce que j'ai dit et ce pourquoi j'ai été condamné. Vous avez dit à plusieurs reprises que si vous vous présentez, ce n'est pas pour témoigner ou pour peser dans le jeu politique, c'est pour être élu, pour être président de la République. Projetons-nous dans le futur proche. Nous sommes le 24 avril 2022. Vous avez été élu président de la République. Qui choisissez-vous comme Premier ministre? Je n'ai pas à vous le dire maintenant. La situation politique sera à ce moment-là. Vous écrivez, vous laissez entendre que les femmes sont inférieures aux hommes, que leur intelligence est inférieure aux hommes. Je n'ai jamais écrit ça. Les féministes sont des hommes. Oui, Sauvel est un homme. Les femmes sont le but et le butin de tout. Écoute. Je l'ai revu il y a 10 minutes. Oui. Ce que j'explique exactement, vous voyez, les niveaux de lecture et d'écriture. Mais vous savez, vous allez pas de mon livre, je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. J'ai déjà fait depuis 2 mois. Donc votre mue est en train d'être faite, ou peut-être même... Et bien sûr, ma mue est faite, et je tiens à vous dire que je pense que ma candidature est celle qui défend le mieux les femmes. Parce que trêve de plaisanterie, vous savez, de moi. Parce que qu'est-ce qui menace aujourd'hui les femmes? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vivre à la française? Donc c'est moi qui aujourd'hui défends les femmes, car le danger aujourd'hui pour les femmes, ce n'est pas un hypothétique patriarcat blanc. Si vous êtes président de tous les Français, est-ce que vous serez le président? C'est une fausse distinction. En revanche, je distingue entre l'islam et les musulmans. Et j'appelle, vous savez, je ne te dis rien d'autre que la célèbre phrase dite aux Juifs par Clermont-Tonnerre, le révolutionnaire, rien aux Juifs en tant que nation, tout aux Juifs en tant qu'individu. Je dis exactement la même chose aux musulmans. Du tout envie. Ils n'ont pas du tout envie, vu qu'ils ont fui leur pays. Ils ont fui. Merci. À l'élection présidentielle, 100 000. Merci à vous. Non, je trouve simplement que il n'y a pas eu de questions sur mon projet politique et je le regrette. Je vous réinviterai bien volontiers. Non, mais c'était le moment ou jamais. Je vous réinviterai bien volontiers. Une partie de ce que nous avons dit. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous. Ouais, réaction à chaud. C'est un peu une occasion manquée pour Gilles Boulot d'avoir posé les questions. Il n'a pas posé les bonnes questions. C'est dommage. Éric Zemmour avait des choses à dire sur le projet, sur son intention politique. On lui a rappelé ce qu'il avait écrit il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'est sympa, mais ça fait 2 mois qu'on fait ça. Donc voilà, il a été lui-même assez sincère dans ses réponses. Il regrette qu'on ne lui ait pas posé les questions sur ce projet qu'il a envie de livrer aux Français. On pense à quelle question particulièrement? Je sais pas, il y avait plein de choses à raconter. Revenir sur des points qui sont purement polémiques, c'était un peu... Voilà, c'est dommage. Maintenant, c'est toujours un exercice un peu convenu. Voilà, entre un intervieweur qui veut faire sortir son interviewé de son champ de confort et un interviewé qui a envie de dire des choses. Donc voilà, ça s'est fait. Ça ne va pas être absolument fondamental pour la suite. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont regarder. Déjà plus d'1 million de vues de la vidéo sur YouTube. Le message se diffuse, l'intention est là. Je trouve juste dommage qu'on ait perdu les 3/4 de l'interview sur des questions qui ne sont plus à l'ordre du jour. Voilà. Et l'audience, c'est important pour vous demain? Oui, bien sûr, c'est important les audiences. Vous espérez combien? C'est pas important l'audience pour vous? Je vous pose la question. Pareil. Combien est-ce que vous espérez? Vous pensez que Gilles Boulot allait poser plus de questions? Bah ouais, je pensais qu'on allait aller plus sur le fond, là on est revenu sur des trucs dont il s'est déjà expliqué depuis 2 mois, donc voilà, enfin c'est dommage, enfin voilà, mais maintenant il est libre de poser les questions qu'il veut. D'ailleurs Éric Zemmour a été assez libre de lui répondre. Voilà, c'est tout. Un exercice, j'allais dire, plutôt convenu, classique.
je ne pense pas que ça sera fondamental pour la suite. Est-ce qu'Éric Zemmour tire un intérêt de cette interview? Non, mais c'est toujours important de parler aux gens à l'interview. Voilà, donc les médias, la télévision, la radio, la presse écrite, ça fait aussi partie de l'outillage démocratique. Donc la liberté de questionner, la liberté de répondre, c'est une bonne chose. Il a fait ce qu'il avait à faire. Moi, je trouve ça très bien. Stanislas, même réaction. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pas eu la chance d'entendre tout ce qu'a dit Olivier, mais j'imagine qu'il a fait la remarque sur le fait que M. Boulot, étonnamment, n'a pas beaucoup parlé de fond. Je trouve ça dommage. Éric Zemmour était venu en tant que candidat à l'élection présidentielle. Il l'a annoncé ce midi. Pas une question sur son projet, pas une question sur son idéologie. J'ai jamais vu Gilles Boulot poser aussi peu de questions de fond à un candidat à l'élection présidentielle. Pourtant, Dieu sait en plus, je te le disais, Bertrand, qui s'est présenté déjà 4-5 fois sur le même plateau. Il a eu des droits à des questions un peu plus intéressantes sur le fond et il a eu bien de la chance. Mais voilà, je suis déçu qu'Éric Zemmour n'ait pas pu plus développer. Vous pensez à quelle question par exemple? Mais en tout cas, il n'y a pas eu de question sur le fond, justement, c'est le problème. Mais en tout cas, on peut être content d'une chose, notre stratégie a été bonne. On a pu faire une vidéo de 9 minutes où Éric Zemmour explique son projet, ses motivations pour se présenter à l'élection présidentielle, et c'est le plus important. Aujourd'hui, il a pu parler aux Français, j'ai cru, et je pense qu'ils ont pu voir que c'était un homme calme, un homme serein, souriant, et qui ne s'énervait pas face à des questions qui en plus n'étaient pas forcément à propos. Et pour bien comprendre, vous voulez dire quoi par rapport à ces questions? Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Est-ce que vous avez des exemples de thématiques que vous auriez aimé? Non, mais ne serait-ce qu'une question sur... J'en sais rien, quelle serait votre première mesure? Quelles sont vos envies? Quelles sont les grandes lignes que vous voulez développer dans votre projet présidentiel? Il n'y a pas eu une question à ce sujet-là. Il avait besoin aussi de connaître Éric Zemmour. Les habitués du 20h de TF1 ne le connaissent pas forcément. Mais vous avez raison, mais moi je suis pas en train de dire que toutes les questions de M. Boulot sont mauvaises. Loin de là, c'est pas à moi d'apprendre son boulot à M. Boulot. En revanche, la blague est excellente, merci à tous. En revanche, poser des questions sur le fond, ça me semble pas excessif quand on parle d'un projet présidentiel pour les 5 prochaines années. On parle du sort de la France, et là on a parlé que du passé d'Éric Zemmour. Nous, notre projet, c'est de se projeter vers l'avenir et d'essayer de voir ce que la France peut devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Là, on a parlé de ce qui s'est passé il y a 10, 15, 20 ans. Merci. Mathieu, pareil, même question. Peut-être on peut vous enchaîner tant que vous êtes là. Peut-être changer un peu d'axe, un tout petit peu. Quel homme polyvalent. Peut-être changer comme ça. Tant qu'à faire, vous êtes tous là, moi j'enchaîne. Hein. Bon, réaction pareil, à chaud, qu'est-ce que vous en avez pensé? Un peu la même chose que ce que disait Stanislas. On attendait de ce 20h d'avoir des questions politiques, des questions sur le fond, pas des petites questions sur quelques polémiques qui ont pu se passer il y a quelques années. On reproche souvent à Éric Zemmour de ne pas avoir de projet, de ne pas avoir vision d'avenir pour la France. Il en a, mais le problème, c'est la question, c'est savoir est-ce qu'on lui pose la question de qu'est-ce qu'il pense du pouvoir d'achat des Français, qu'est-ce qu'il pense de la sécurité pour les Français. Si on ne lui pose pas les questions, c'est difficile d'y répondre. Même lui, il a dit sous une forme un peu d'agacement. Qui s'attendait peut-être à d'autres questions, à une séquence peut-être plus longue également, et surtout à des questions de fond. Nous, on était là aussi pour écouter des questions de fond, pour avoir son avis sur certains sujets, même si intimement on les connaît, parce qu'il développe depuis des années les réponses aux interrogations qu'il pose. Mais on s'attendait à ce que le JT de TF1, qui est quand même là pour parler à une grande majorité de Français, l'interroge sur ces questions de fond, et ça n'a pas été le cas. Mais je suis convaincu qu'il arrivera à toucher les Français d'une manière ou d'une autre sur ces questions-là, notamment à travers les réseaux sociaux où il est très présent, et également sur YouTube, où on a démontré aujourd'hui que c'était une vraie force de frappe pour nous dans cette élection présidentielle, où on est déjà à plus d'1 million de vues sur l'annonce de candidature. Et tout au long de cette campagne, nous diffuserons notre programme, nos idées sur cette chaîne YouTube. Et on invite l'ensemble des Français qui veulent écouter Éric Zemmour à s'inscrire dès aujourd'hui, sur son site internet zemmour2022.fr pour continuer à suivre ses propositions et notre programme, nos meetings qui viendront dans les semaines à venir. Outre les questions de M. Boulot, comment vous l'avez trouvé, Éric Zemmour? Comment vous l'avez trouvé? Écoutez, moi je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé, on le reprochait souvent d'être pas présidentiel, moi je l'ai trouvé très présidentiel justement, très calme, de répondre à des formes de questions-attaques, et il a répondu avec sérénité, avec calme, et à mon avis c'est de très bon augure pour la suite de cette élection présidentielle. Pour vous, il a été attaqué ce soir? C'est le terme que vous employez? Vous trouvez qu'il a été attaqué? Écoutez, quand dans une interview on ne l'interroge pas sur le fond et uniquement sur des polémiques qui datent de quelques années, il y a une forme d'attaque, oui. J'essaie de comprendre en même temps peut-être le travail de mon confrère. Est-ce qu'il n'y a pas aussi voulu essayer de revenir sur des choses passées pour comprendre un peu mieux qui il est aussi? Je crois que ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années qu'il répond à ces mêmes questions.
Il y a aujourd'hui... Il passe un cap aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme il le dit, il n'est plus journaliste ni écrivain, il est candidat à l'élection présidentielle. Donc il est là également pour porter un projet, pour porter un récit d'avenir pour la France. Et il aurait été peut-être plus judicieux de l'interroger sur ces choses-là que sur des choses du passé, dont les Français, à mon avis, s'en fichent. Donc il faut faire table rase complète du passé et ne plus penser du tout à la personne qu'il était avant. C'est pas faire table rase du passé, c'est se projeter dans un avenir qui intéresse sûrement plus les Français qu'un passé d'écrivain ou de journaliste d'Éric Zemmour. Okay, merci. Réaction, alors, Monsieur Lafont, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'Éric Zemmour? Enfin, en tout cas, de son intervention ce soir au journal de 20h de TF1. Je pense qu'il y a une étape importante qui est passée, parce qu'Éric Zemmour a déjà clairement dit aux Français qu'il se voyait comme candidat à l'élection présidentielle et qu'on ne l'interrogerait plus sur ses histoires, sur ses écrits passés ou sur sa carrière de journaliste. Donc aujourd'hui, il y a deux étapes particulières. La première étape, son annonce de candidature qui fait plus d'1 million de vues en quelques heures. C'est beaucoup pour vous? Mais c'est du jamais vu. Il faut que les Français soient conscients de ça. C'est du jamais vu. 1 million de vues en 7 heures. Pour une vidéo sur YouTube, c'est énorme et ça n'a jamais été fait par un candidat politique. Donc c'est une grande première. Cette vidéo, elle continue à circuler. Le site zemmour2022.fr est sorti. Les Français peuvent voir les priorités d'Éric Zemmour. Les 5 I, typiquement ce soir, il aurait pu être interviewé sur TF1 sur ces 5 I, sur l'identité, sur l'instruction, sur les impôts, sur l'industrie, sur l'indépendance. Ça n'a pas été le cas, mais Éric Zemmour a du temps. On a 5 mois, il va pouvoir dérouler son programme politique et on a un prochain rendez-vous très important, c'est le Zénith ce dimanche. Et sachez que le problème pour Éric Zemmour et ses équipes, ce n'est pas de remplir les salles, c'est de faire en sorte de trouver des salles assez grandes pour accueillir tous les Français qui veulent le voir. Comment vous allez faire? Parce qu'on nous a dit qu'il y avait beaucoup plus d'inscriptions que de personnes présentes. Comment vous allez gérer ça? On va voir pour qu'un maximum de Français soient satisfaits. Mais effectivement, comme je vous le dis, le Zénith a été rempli en 3 jours. Le Zénith a été rempli en 3 jours. Donc en fait, si on fait une communication maximale avec tous les moyens qu'on a, sur Internet, on peut avoir des dizaines de milliers de personnes présentes systématiquement. Vous avez peut-être vu à Bordeaux, il y a eu malheureusement des gens dehors, et les Français, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, en un simple tweet, en un message, on a des milliers de personnes qui viennent systématiquement pour voir Éric Zemmour. Donc ça, c'est de très bon augure pour la suite. C'était malheureux pour ces personnes à ce moment-là, mais c'est autant de gens qui veulent militer pour Éric Zemmour. On a vu tout le succès de la campagne numérique jusqu'à présent, et ce qui a permis cette campagne numérique, c'est aussi de faire du maillage dans toute la France, d'avoir des responsables départementaux, d'avoir des responsables locaux. Et quand ces personnes-là vont entrer sur le terrain, faire du tractage et du porte-à-porte, vous allez voir la différence et vous allez voir qu'on est le mouvement populaire le plus important en France. Ok, s'il vous plaît, allez, du monde, on s'en bat les couilles, putain, bordel. Oh, les gars, est-ce que je peux avoir 7 ou 8% qui viennent, s'il vous plaît? Et je veux du monde ici dans les escaliers aussi, s'il vous plaît. Reculez. Allez, on va pas le temps. Reculez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les femmes, regardez la place. Vite. On va y intéresser. Eric, Simon, attends, 2 secondes. 2 secondes, on va être en direct chez Pascal. S'il vous plaît. Vous sentez l'âme d'un président, d'un candidat à la présidentielle ce soir? Ben oui, c'était une journée importante pour moi. Vous savez, c'est pas une décision facile, c'est une décision que j'ai mûrie longuement. C'était pas mon métier. Moi, je n'étais pas destiné de toute éternité à cela. Je ne le fais que parce que ce que j'ai dit depuis 30 ans, ce que j'ai annoncé, ce que j'ai diagnostiqué se réalise chaque jour davantage. Et j'ai cru longtemps qu'un homme politique allait prendre cela pour en faire un projet politique. Et depuis 30 ans, j'ai toujours été déçu, j'ai toujours été désillusionné. Et depuis 30 ans,
comme tous les Français, hein. J'ai voté pour la gauche, j'ai voté pour la droite. Et puis finalement, à chaque fois, la gauche a abandonné le peuple pour les minorités. La droite a toujours trahi ses électeurs, elle n'a jamais tenu ses promesses. Donc je me suis dit, voilà, tu dois y aller parce que toi, au moins, tu tiendras tes promesses, tu feras ce que tu dis, tu mèneras les actions qui correspondent au diagnostic que tu as posé et tu ne trahiras pas ni les Français ni la France. Voilà, mais c'était pas évident. À quoi va ressembler la campagne maintenant? Bah écoutez, ça va ressembler à une campagne. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que je vais aller voir les Français, comme d'ailleurs je le faisais depuis 3 mois. Je vais tenir des meetings, je vais faire des discours, je vais échanger. Vous allez voir dimanche déjà avec le Zénith, au Zénith, pardon. Voilà, vous savez, on ne réinvente pas l'eau chaude. Donc une campagne, c'est une campagne, même si je crois avoir quelque peu innové avec cette vidéo d'annonce de candidature. Et sur le programme, vous allez aborder tous les sujets? Et pourquoi n'aborderai-je pas tous les sujets? Vous savez, c'est pas parce qu'on hiérarchise, c'est pas parce qu'on dit, voilà, il y a un sujet plus important que d'autres parce qu'il engage la vie et la mort de la France, qu'on ne parle pas du reste. Mais simplement, on hiérarchise. C'est ce que ne font pas souvent les politiques. Sauf que vous avez remarqué, depuis quelques mois, franchement, si j'avais eu tort de poser ce sujet sur la table, est-ce que vous croyez vraiment que tous les autres candidats auraient parlé comme moi? Non. Éric Zemmour, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview? On vous a senti déçu à la fin de ne pas avoir pu parler d'un programme notamment? Pas seulement. Si vous voulez, c'était une interview d'un procureur, alors que Gilles Boulot, d'abord, TF1 ne m'avait pas prévenu de cela, il m'avait dit autre chose. Et que si vous voyez toutes les interviews de M. Boulot pour tous les autres candidats, vous verrez la différence. Vous verrez la différence de ton, vous verrez la différence de questions, vous verrez que devant les autres, il s'efface poliment, humblement, je dirais même parfois de façon larvaire, et qu'avec moi, il s'est révélé là un procureur pugnace, de mauvaise foi, me sortant des phrases de mon livre hors de leur contexte. Enfin bref, je n'étais pas venu défendre mon livre. Il y a eu malbonne, il y a eu même escroquerie intellectuelle. Et M. Boulot n'a pas fait son travail. M. Boulot a voulu faire le malin devant ses confrères. M. Boulot n'a pas fait son boulot. Moi, je connais le travail de journaliste et je sais ce que c'est. Et je sais ce qu'il aurait dû faire. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Vos mots sont forts. Est-ce que vous regrettez d'être allé à cette interview sur TF1? Moi, vous savez, je ne regrette jamais d'aller parler aux Français. TF1 est une grande chaîne. TF1 est une grande chaîne populaire, tout à fait respectable. Le journal de TF1 est un journal de professionnels, de grands professionnels. Il n'y avait aucune raison que je n'aille pas sur TF1 pour parler aux Français qui ne regardent pas tous les chaînes d'infos, pardonnez-moi pour vous, et qui au contraire, c'est le peuple de France qui regarde TF1. Donc moi, je respecte TF1. Est-ce que vous pensez président, quelle est votre première mesure? On parle programme. Oui, bien sûr. La priorité, première mesure, si vous êtes président. La priorité, vous savez, c'est simple. Je fais un référendum avant l'été sur l'immigration pour arrêter les flux d'immigration, pour supprimer le droit du sol, pour supprimer le regroupement familial, pour faire que le droit d'asile ne soit plus délivré que à l'extérieur du territoire, pour expulser les délinquants étrangers, pour accroître la déchéance de nationalité des délinquants qui ont la double nationalité. Vous voyez, c'est la priorité de la priorité. Et... Bravo, président, Zemmour, 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 président. Il faut bien vouloir sortir, s'il vous plaît. Eric va rester avec les... Ça raconte grand-chose, mais... C'est un cheval-presse quand même. Ok, on va se jeter sinon. Il est rentré à Action.
S'il n'y a pas de lunettes, c'est pas la mienne. Ah ouais, bah, trop bien. Tu la mets à fond et que tu m'approches sur les ballons. Tu disais, il va jamais oser baisser la vitre de sa vie. Attention le chien, attention le chien, attention le chien. Pardon ? Attention le chien. C'est quoi ça ?